Bonjour et bienvenue pour les portes ouvertes de l'option architecture d'intérieur. Je me présente, Didier Thierry, je travaille au service des étudiants et suis principalement en charge des dossiers des premières années. Avant de faire une information générale sur notre école, si vous utilisez la plateforme Livestorm pour la première fois, voici une petite note explicative. N'hésitez pas à augmenter le son afin de bien comprendre ce qui vous sera dit. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm durant cette heure. Des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole aux professeurs, aux étudiants de l'option architecture d'intérieur, je vais vous faire une petite information générale sur notre école. Donc, comme chaque année, nous accueillons un peu plus de 1000 étudiants sur notre site. Ils sont répartis en 10 options différentes, donc 6 de type court et 4 de type long. Donc, le type court, c'est un bachelier, 3 ans, il faut valider 180 crédits. Et le master, c'est 2 années de plus avec 120 crédits supplémentaires à valider. Alors, une fois que vous avez obtenu votre master, il est possible également de vous inscrire pour l'agrégation que nous co-organisons avec l'Université de Liège. Alors, dans notre école, il y a différents services à disposition des étudiants. Premièrement, il y a l'accueil, où vous retrouverez mes collègues qui s'occupent notamment des inscriptions, qui vous donneront vos premières attestations et vous redirigeront vers les services concernés par rapport à vos demandes. Il y a également le service étudiant, où je me trouve et où mes collègues, les secrétaires de jury, se trouvent également. Donc ça, c'est pour tout l'aspect administratif des dossiers des étudiants durant leur cursus chez nous. Nous avons également un service social pour tout ce qui est demande d'aide, d'aide financière. Si vous avez aussi des problèmes, entre guillemets, personnels ou quoi, évidemment, ma collègue du service social est là pour vous écouter. Donc, ça fait partie de son job également. Nous avons également un service d'aide à la réussite, donc où mes collègues, les conseillers académiques, vous aideront si vous avez des soucis, si vous ne vous sentez pas bien dans l'option à laquelle vous êtes, vous rencontrez des difficultés tout simplement pour suivre les cours. Et il y a également le service international, qui est là, lui, si vous désirez faire soit un Erasmus ou par exemple un stage à l'étranger. Sur notre campus, notre établissement offre d'autres services également aux étudiants. Une bibliothèque, une cafétéria, donc avec tout ce qui est achat d'encas, de boissons, repas froids, repas chauds, tout ça. Une récupérathèque où vous pourrez trouver du matériel, donc comme son nom l'indique, de récupération pour réaliser vos différents travaux. Un centre photocopie pour tout ce qui est impression, pour du prêt de matériel et aussi pour louer par exemple une salle info si vous en avez besoin. Il y a également le conseil étudiant qui prendra rapidement contact avec vous dès votre inscription, enfin je veux dire à la rentrée plutôt,
Voilà. Ensuite, concernant les inscriptions proprement dites, il y a 3 étapes à respecter. La première, c'est la préinscription en ligne via notre site. Vous pourrez vous préinscrire dans le courant du mois de mai, vers fin mai. Ce sera effectif à partir de ce moment-là. La deuxième chose, c'est prendre rendez-vous via Doodle, toujours sur notre site, pour venir déposer votre dossier physiquement. Et la troisième étape, et non la moindre, forcément une des plus essentielles, c'est réussir les épreuves d'admission. Concernant les épreuves d'admission, il faut savoir que c'est avant tout une épreuve dont les professeurs se servent pour analyser la motivation du candidat à intégrer l'option souhaitée. Le cas échéant, il est possible que les candidats soient redirigés par les professeurs vers d'autres options. Il faut savoir que nous n'avons pas de numerus clausus, donc les épreuves d'admission ne sont pas là pour vraiment cadenasser. Donc, il ne faut pas trop stresser vis-à-vis des épreuves d'admission, mais il faut quand même faire ça sérieusement. Pour vous donner une idée, on a un taux de réussite de 98%. Donc voilà, il y a quand même 2% qui échouent. Donc comme quoi, voilà, il ne faut pas venir trop en touriste non plus. Alors, une fois que votre inscription est validée, donc vous êtes préinscrit, vous êtes venu déposer vos dossiers, vous avez réussi les épreuves d'admission. Donc, votre inscription sera effective. Donc, si vous avez réussi vos épreuves d'admission et également si votre dossier est complet. À ce moment-là, en début d'année, vous aurez une réunion d'information où on vous distribuera un agenda et un memento dans lequel vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin, que ce soit le jargon de l'enseignement supérieur lié au décret paysage, que ce soit le fonctionnement de l'école, les différents services. Donc, ce petit memento deviendra votre livre de chevet. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, donc je vais donc passer maintenant la parole aux professeurs et aux étudiants de l'option architecture d'intérieur. Bonne présentation. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On remercie Didier pour la présentation administrative. Ici, on va vous présenter l'option architecture d'intérieur avec une de mes collègues et 2 étudiants. Je leur laisse la parole pour se présenter. Céline. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Céline Schnitzler, je suis enseignante dans l'option architecture d'intérieur depuis maintenant 2013 et j'ai également fait mes études à Saint-Luc auparavant. Donc, je connais l'école un peu sous les 2 facettes et je vais vous présenter un petit peu la façon dont se déroulent les études au sein de notre cursus. Bonjour à tous, donc moi c'est Maëlle Paquet, je suis étudiante en Master 1, j'ai pris l'option scénographie et je fais aussi partie du conseil étudiant, dont on vous parlera un petit peu pendant la présentation aussi. Bonjour à tous, moi c'est Émilie Ferlada, moi je suis aussi en Master 1 et déléguée et j'ai pris l'option mobilier. Alors moi c'est Stéphane Leduc, je suis professeur en 2e en architecture d'intérieur, en 3D et en imagerie et je donne cours aussi en design. Alors ici on va présenter l'architecture d'abord avec les bacs, puis les masters avec les différentes finalités et puis les étudiants présenteront un peu les aspects de l'école qui vous concernent directement. Voilà, c'est ma collègue qui va vous présenter le début des bacs. Donc tout d'abord, un petit résumé très bref de ce que peut être l'architecture d'intérieur. Donc l'architecture d'intérieur, ça va vraiment être le travail de l'espace dans tous ses composants. Donc le travail des circulations, le travail de la lumière naturelle, le travail des matériaux. Il y a toute une partie qui est très artistique sur le rendu, la sensation, la sensibilité vis-à-vis de l'espace, et aussi un travail qui est un peu plus technique de mise en œuvre des matériaux, de mise en œuvre des différentes techniques du bâtiment. Vous avez un travail qui se fait par différentes étapes. Donc, à Saluc, on privilégie encore énormément le dessin, le croquis à la main, la recherche de compréhension de l'espace, etc. Puis, vous avez bien sûr aussi des recherches, des réflexions sur le type de matériaux, sur la volumétrie, sur les ambiances qu'on va vouloir créer.
Le travail se fait aussi bien en maquette que par ordinateur, que par essai-erreur. On a accès à un atelier polytechnique, comme on vous l'a expliqué dans la présentation de Didier. On a aussi des ateliers sur place où on va travailler vraiment, où on va travailler la matière. Donc, c'est des études qui sont maintenant en partie avec la technologie faite sur ordinateur et PC, mais c'est encore des études qui ont un volet manuel, artistique très important. Vous voyez que le travail se fait aussi bien en individuel qu'en groupe, avec chaque fois dans les cours en classe, des projets qui sont lancés et différentes étapes qui permettent d'aboutir à la solution. Vous voyez ici que c'est une réflexion sur plan, sur la façon dont on va transformer l'espace pour l'améliorer. Comme je vous l'ai dit, c'est un cursus qui présente aussi un volet technique. Donc, on va aussi tout à coup aborder la question de l'éclairage, la question de l'isolation, la question des équipements techniques. Et tout ça, bien sûr, au fur et à mesure de vos études, vous allez acquérir ces acquis d'apprentissage pour, au final, sortir avec une formation qui va vous permettre d'aller dans toute une série de débouchés très variables. Donc ça peut être le travail en tant qu'architecte d'intérieur, le travail dans un bureau d'architecture, ça peut être également le travail chez des cuisinistes, chez des sanitaristes, ça peut être le travail dans l'événementiel avec la mise en place de stands, et cetera. Ça peut être le travail en scénographie spatiale ou scénographie théâtrale. Ça peut être également tout ce qui va toucher au mobilier, à l'aménagement d'espace. Vous voyez, par exemple, ici, c'est le projet d'une tiny house. Et donc, c'est comment on peut, dans un espace très réduit, créer tout à coup un lieu d'habitation qui fonctionne. Vous voyez ici la grille des cours qui se font dans les différentes bacs. Donc, les bacs sont bien les 3 premières années de cours. L'entièreté du cursus est disponible sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir ici si vous n'avez pas toutes les informations. En bac, vous avez systématiquement 3 types de cours. Vous avez des cours généraux qui sont plutôt des cours de culture générale, mais aussi des matières plus théoriques qui vont vous permettre de nourrir vos projets. Donc, vous avez des cours de philosophie, des cours d'histoire de l'art, des cours de psychologie, des cours de sociologie, etc., qui vont vous permettre de comprendre le monde dans lequel vous travaillez et de donner du sens et de la matière à vos concepts et à vos projets. Vous avez ensuite toute une série de cours techniques qu'on appelle des cours de soutien à l'option qui vont en fait vous permettre d'acquérir toutes les bases pour développer après vos projets d'architecte d'intérieur. Donc, vous avez des cours de perspective, des cours de matériaux, des cours d'informatique où vous allez apprendre les programmes qui vont vous permettre de dessiner vos projets, des cours de construction, des cours de mobilier et des cours d'éclairage. Pour rappel, on est dans le cadre d'une formation qui va vous permettre d'acquérir ces différentes techniques, ces différentes compétences. Donc, on vous ne demande pas de venir avec des prérequis avant d'arriver à l'école. C'est valable notamment pour les cours de dessin, où c'est une inquiétude qu'on rencontre souvent auprès des étudiants qui viennent se renseigner pour nos études. Vous avez des cours de dessin en bac 1 et par la suite dans les autres années qui reprennent les notions de base et donc tout le monde repart à zéro. Les étudiants qui ont déjà eu des cours généraux un peu plus poussés de par des études générales sont un peu en avance dans ces matières-là. Les étudiants qui viennent d'études artistiques sont plutôt en avance dans d'autres types de cours. Et donc, les premières années d'études visent vraiment à une remise à niveau et à ce que tout le monde reparte avec des bases complètes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si, par exemple, vous n'avez jamais eu de cours de dessin ou des choses comme ça. Et donc, en plus des cours généraux et des cours techniques, vous avez bien sûr tout ce qui est les cours artistiques, avec le cours le plus important de la section, qui est le cours d'atelier, où là, vous allez vraiment mettre en place et développer des projets d'architecture d'intérieur. Vous êtes à chaque fois dans les cours artistiques, plutôt dans des petits groupes, des groupes entre 20 et 30 étudiants. Donc, vous avez une relation assez proche avec les professeurs, vraiment un travail qui se fait en atelier, en classe, un travail de suivi, un travail de développement de votre travail. Dans les autres cours artistiques, vous avez des cours de construction pratique, vous avez des cours de dessin, vous avez des cours de structure formelle qui sont plutôt des cours de recherche plastique et des cours de design d'objets. Je vais vous montrer un petit peu le type de travaux que vous êtes amené à faire dans ces différents types de cours artistiques. Et enfin,
vous avez des stages qui sont organisés. Le premier stage est organisé en bac 3, donc en 3e année, où là, vous avez un stage de 120 heures qui est plutôt un stage d'expérimentation du lieu du travail. Vous aurez ensuite en master, en dernière année, un stage beaucoup plus conséquent, où là, c'est vraiment un stage qui va vous permettre un premier pied dans le monde professionnel. Il y a notamment un certain nombre d'étudiants qui, à la suite de leur stage de master, sont directement engagés. Donc, on a un taux d'engagement assez important des étudiants suite à leur stage. Voilà pour vous présenter un petit peu des travaux qui sont réalisés dans le cours d'atelier de l'option, donc vraiment dans le cours d'architecture d'intérieur, donc le cours principal de votre cursus où vous allez vraiment développer les éléments qui constituent le travail d'architecte d'intérieur. Vous voyez ici, c'est un travail de bac 1 avec une recherche en maquette, une recherche en plan, une recherche en coupe de transformation d'un centre d'accueil pour des étudiants. Ici, c'est également un travail de bac 1, donc de première année, où là, vous voyez, il y a un travail en maquette de nouveau sur un centre d'accueil pour étudiants, et donc où on a travaillé la circulation spatiale, la valorisation de l'espace, le rapport humain, le rapport d'accueil, etc. Donc, c'est tous des thèmes que vous allez travailler en tant qu'architecte d'intérieur. Vous voyez ici, la difficulté, la complexité des projets augmente au fur et à mesure des années. Donc, les contraintes que vous allez mettre en place et du coup, vos apprentissages vont évoluer en fonction des années. Ici, vous avez une réflexion sur la façon dont on va dynamiser un intérieur, de nouveau avec un travail en maquette, un travail en plan, un travail en recherche de volumétrie, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, ici, vous avez des travaux plutôt de master, où là, vous voyez que le côté technique devient progressivement important. Et donc, le côté artistique ne disparaît jamais, mais il est consolidé, il est mis en place via les compétences techniques que vous allez acquérir via votre formation. Et enfin, ici, vous voyez un travail de Master 2, donc le travail complet sur le rendu de l'espace. Ça veut dire que quand vous sortez de nos études, vous avez un bagage à la fois artistique et un bagage technique qui vous permet de faire toute une série de professions ou toute une série comment dire, toute une série d'orientations différentes en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous plaît, de ce que vous aurez développé au sein de vos études. De nouveau, ici, c'est un travail de Master 2, donc de travail d'aménagement d'un lieu d'habitation avec toute la réflexion sur les matériaux, sur la lumière, sur la circulation, sur le mobilier, sur les techniques. À chaque fin d'année, vous avez des jurys, donc vous apprenez à présenter votre travail devant d'abord des jurys internes, donc des professeurs membres de l'option, puis des jurys externes. Donc vous apprenez à défendre et argumenter votre travail devant des professionnels qui viennent de l'extérieur. Et donc ça vous permet aussi d'acquérir toutes ces compétences de présentation de votre travail, de défense de votre travail. Ici, c'est le type de travaux que vous allez réaliser dans le cours de dessin et moyens d'expression, où vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour répondre aux questions que j'ai déjà vues passer, vous allez réapprendre le dessin, le dessin, mais avec une remise à niveau. Donc vraiment, quand vous arrivez à l'école, on revoit les règles de la perspective, on revoit les règles du dessin, on revoit le portrait, etc. Donc, vous avez vraiment une remise à niveau. Ça ne veut pas dire que si vous avez déjà fait des études artistiques, vous allez vous embêter parce qu'on va varier les sujets, on va varier les techniques, on va varier la rapidité avec des croquis plutôt rapides, des croquis plutôt très fouillés, etc. Et donc, vous aurez une variété de thèmes très divers à traiter. Dans les cours que vous aurez en première année, vous avez également un cours de design d'objets, où vous allez aborder la question de l'objet et avec une première expérience de l'atelier polytechnique et donc de comprendre comment vous pouvez réaliser vous-même ce genre d'éléments, où on va vous apprendre le fonctionnement des machines, etc., auxquelles vous avez accès pour que vous ayez une première expérience concrète de la matière et des matériaux. Vous avez également, tout au long de votre bac, donc dans les 3 premières années, le cours de structure formelle, qui est un cours de recherche plastique, où on va d'abord en première année plutôt aborder la 2 dimensions et puis la 3 dimensions, avec des projets qui sont en règle générale relativement abstraits, où vous allez vraiment réfléchir aux assemblages, aux contrastes, aux mises en forme, à la façon dont les éléments interagissent les uns par rapport aux autres, à la façon d'utiliser la couleur, etc.
Et puis, vous avez au fur et à mesure, dans le cours de structure formelle, comme dans les cours d'atelier, des éléments qui deviennent de plus en plus techniques. Et donc ici, vous voyez des réalisations d'étudiants en bac 3 qui vont jusqu'au prototype. Dans ce cas-ci, c'était des éléments qui étaient faits en partenariat avec le cours de mobilier, où de nouveau, vous réalisez concrètement les éléments, et donc vous avez vraiment ce contact avec la matière et les matériaux pour mieux comprendre les techniques de mise en œuvre. Et enfin, dans les cours artistiques que vous avez en bac, vous avez le cours de construction pratique qui vient en complément du cours de construction théorique, où vous allez étudier la façon de réaliser techniquement les différents éléments qui ont trait à l'architecture d'intérieur. Donc vous voyez par exemple ici, c'est un travail de bac 2 de réalisation d'une mezzanine et donc de réflexion sur la composition des parois, sur les éléments structurels qui permettent de soutenir cette mezzanine. Vous avez aussi cette réflexion qui peut être faite vis-à-vis d'autres éléments, comme ici une chaise, qui est en fait une réplique à l'échelle 1/5 d'une chaise réelle. Et donc, où là, de nouveau, il y a un travail de réflexion sur la construction de l'objet, sur la façon de faire tenir les choses, d'assembler les choses. Voici par exemple un autre exemple de ce qui se fait au cours de construction pratique, où vous avez un écorché, donc une maquette qui représente la composition des parois, la réflexion sur les matériaux mis en œuvre. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphane, qui va vous parler de tous les cours à choix que vous avez durant vos bacs. Merci Céline. Alors, à Liège, on a choisi de faire ce qu'on appelle des cours à choix à partir de la 2e. Ça veut dire que dans n'importe quelle section, vous avez un panel de plus de 20 cours disponibles où les étudiants peuvent choisir des orientations qui n'ont rien à voir avec leur option de base. Donc ici, on a toutes les options qui présentent des spécificités à chacune et n'importe qui peut aller chercher un cours qui est en dehors de son cursus normal. C'était pour ouvrir un peu l'école à tout le panel qui comprend. Donc, je donne un exemple. Un architecte d'intérieur peut choisir un cours de photo qui n'est pas prévu normalement dans son cursus, mais qui pourra soit expérimenter, soit découvrir. On a des cours vraiment dans toutes les options. Donc, on a du dessin 3D, on a de la photographie studio, mais aussi reportage. On a des cours de céramique, on a des cours d'expression orale. Donc, tout ça est disponible pour les étudiants et c'est en 2e et en 3e. Et donc, c'est vraiment un cours à choix qu'ils peuvent faire et ils ont la possibilité de choisir 3 fois. Donc, il est sur les deux semestres du 2e bac et le premier semestre des 3e. Voilà. Je redonne la parole à Céline pour qu'elle présente cette fois-ci les masters. Voilà, merci. Donc, je vais vous présenter, en fait, si vous avez déjà vous êtes déjà renseigné un petit peu sur la façon dont nous organisons la section architecture d'intérieur à Saint-Luc-Liège. Nous avons en fait les 3 premières années de bac qui sont 3 années communes, où vous allez acquérir les apprentissages de base de l'architecture d'intérieur. Et puis, vous avez en master la possibilité de choisir une finalité. Donc, nous avons 3 finalités qui sont la finalité patrimoine bâti, la finalité scénographie et la finalité mobilier. En master, vous allez conserver toute une partie de cours généraux, de cours communs à l'ensemble des 3 sections. Donc, vous continuerez à avoir un atelier généraliste, donc un atelier d'architecture d'intérieur. Vous continuerez à avoir certains cours en commun, comme des cours de construction, etc. Mais vous allez avoir une coloration particulière en fonction de la spécialisation que vous allez choisir. Et donc, en fonction de l'orientation dans laquelle vous allez approfondir un aspect plus particulier de la fonction, de la profession. Et donc, la première finalité qu'on met en place, c'est la finalité de patrimoine bâti. Vous allez en fait approfondir votre connaissance de l'existant. Il ne s'agit pas uniquement de travailler sur des lieux qui sont classés au niveau patrimonial, mais de travailler sur n'importe quel type de bâtiment qui a une histoire, qui a un passé, et d'étudier, de prendre connaissance de ce passé pour vous en servir de moteur dans vos interventions.
Vous avez donc dans la finalité, patrimoine, vous voyez que vous avez toute une série de cours, communs et puis vous avez toute une série de cours plus spécifiques. Des cours, d'études du patrimoine, des cours de théorie de la conservation et cetera et un cours, d'atelier de la spécialité, donc d'atelier de patrimoine où vous allez faire, en plus de votre cours d'atelier généraliste où vous allez faire de l'architecture d'intérieur, vous aurez un cours d'ateliers spécialisés où vous allez traiter plus spécifiquement des bâtiments, des lieux avec une histoire, avec un patrimoine particulier. Vous allez donc avoir une recherche, théorique, théorique à prendre entre guillemets, mais une recherche de connaissances sur les lieux où vous intervenez qui va être beaucoup plus importante. Cette recherche va être, à la fois socio-culturelle, à la fois historique, mais aussi technique sur la compréhension des matériaux qui ont été mis en œuvre, sur la compréhension des techniques qui ont été mises en œuvre et cetera. Et donc, vous allez tout à coup pouvoir intervenir de façon beaucoup plus consciente sur les lieux existants en tenant compte de leur histoire, de leur techniques de mise en œuvre, et cetera. Les lieux sur lesquels vous allez intervenir peuvent être très variés. Vous pouvez à la fois avoir des lieux, dont on reconnaît le caractère patrimonial, comme par exemple des églises et cetera, mais aussi des lieux qui a priori, sont peu valorisés, mais que par votre recherche et votre travail, vous allez réussir à révéler. Donc par exemple ici, vous aviez des anciennes stations de pompage qui ont été étudiées et investiguées par les étudiants de l'option patrimoine. La seconde spécialité que vous pouvez choisir en master, c'est la spécialité de mobilier. Dans la spécialité mobilier, vous allez, approfondir tout ce qui a trait au mobilier. Donc ça peut être à la fois le mobilier intégré, donc tout ce qui est, si je prends un mot, générique, tout ce qui est placard, cuisine et cetera, mais aussi tout ce qui est mobilier mobile, donc chaises, tables, bureaux, miroirs et cetera. De nouveau, comme pour la finalité patrimoine, vous conservez toute une série de cours, communs aux 3 finalités, donc des cours d'histoire, des cours de droit, des cours, de mémoire et cetera et puis toute une série de cours, propres à votre spécialité qui vont être des cours, de design mobilier, de théorie du design, de techniques et technologies du mobilier et de nouveau un atelier spécialisé en mobilier. Voici, le type de réalisation que font les étudiants en master 1 et en master 2. Donc vraiment, vous allez aller jusqu'au prototype de l'objet, jusqu'à la création de mobilier, sous différentes formes. Et cette option comprend également la recherche sur tout ce qui est mobilier intégré. Donc par exemple ici, avec un exemple de cuisine. Ça peut être le mobilier intérieur, mais aussi le mobilier urbain et cetera. Et enfin, la troisième finalité est la finalité espace scénographique, où là, vous allez plutôt travailler sur la mise en scène spatiale. Alors la mise en scène spatiale peut s'entendre selon différents modes. Ça peut être bien sûr la scénographie théâtrale, mais aussi la scénographie d'un espace de vente, sur la façon dont tout à coup on va créer une histoire, on va raconter quelque chose autour du produit. Ça peut être la scénographie de l'espace urbain, sur tout à coup comment on va gérer le rapport à la ville, et cetera. Ça peut être la scénographie d'exposition, d'exposition permanente, d'exposition temporaire, et cetera. Et donc de nouveau, vous avez des cours propres à la spécialité, des cours de scénographie, et cetera et un atelier, spécialisé. Voici le type de réalisation que font les étudiants en scénographie. Vous allez vraiment travailler sur le concept, sur la façon dont vous allez, créer et donner du sens à un environnement via votre intervention. Ça peut prendre des données qui sont très variables et qui peuvent, être à la fois dans l'espace privé, dans l'espace public, dans des lieux comme des hôpitaux, des musées, des galeries marchandes et cetera et cetera. Et alors à la fin, des 3 spécialités, quelle que soit la voie que vous allez choisir, comme ce sont des études en 5 ans, vous avez, on vous demande de réaliser un mémoire, qui est un mémoire théorique en lien avec le travail que vous allez faire au cours d'atelier. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de partir en Erasmus, en master 1. Pour, toute question à ce sujet, je vous renvoie plutôt vers le service international de l'école.
Je vais maintenant vous présenter plutôt globalement la vie à Salut. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors vraiment des cours et des actes d'apprentissage réels. Donc vous allez avoir en fonction de vos années toute une série d'expositions et de voyages qui vont être organisés. Alors bien sûr, actuellement avec tout ce qui a trait à la crise sanitaire, cet aspect-là a tendance un petit peu à être mis en sourdine, mais vous avez régulièrement des voyages qui sont organisés, par exemple au musée Vitra, par exemple ici pour aller voir la Ronchamp, et cetera, des voyages dans des musées, des rencontres avec l'extérieur, et cetera, de nouveau pour nourrir votre culture générale, pour nourrir votre démarche artistique. Vous avez aussi des visites d'entreprise qui sont régulièrement organisées. Vous voyez ici, par exemple, là, c'était une entreprise avec un type d'enduit qui est venu faire une démonstration technique à Saint-Luc. Vous avez aussi des visites d'entreprise à l'extérieur où vous allez découvrir des produits particuliers, découvrir des mises en œuvre particulières, etc. Vous avez également des partenariats avec l'extérieur qui se mettent en place. Donc, vous aurez durant vos études la possibilité, dans la mesure du possible et en fonction des projets qui se présentent, de travailler sur des cas concrets. Donc, par exemple, on est régulièrement appelé par des maisons médicales ou par des centres de jeunes, et cetera, pour proposer une intervention, avec certaines de ces interventions qui se réalisent concrètement. Vous avez aussi des partenariats extérieurs via des expositions. Donc, par exemple, la section patrimoine est souvent, leur travail est souvent repris par la ville ou par des ASBL, etc., qui souhaitent valoriser les lieux qui ont été étudiés par les étudiants. Vous avez aussi des partenariats avec des entreprises. Donc, par exemple, ici, vous voyez aussi une réflexion qui avait été faite avec IKEA Belgique sur l'écologie des cuisines. Et donc, les étudiants sont amenés, via les stages et via les différents partenariats extérieurs, à avoir déjà un pied dans la vie professionnelle. Et enfin, au sein de la section, on essaye de dynamiser au maximum votre cursus et notamment par la mise en place de workshops où on essaye de rassembler les étudiants des différentes années dans des périodes assez courtes pour créer une émulation et pour apprendre et pour mettre en place des techniques pédagogiques un petit peu différentes. Et donc pour ça, je vous propose de visionner une petite vidéo qui va vraiment vous montrer ce qu'on fait au sein de ces workshops. Un workshop, c'est une émulation, je dirais, donc c'est un travail d'équipe qui sort un peu du cadre habituel des cours, dans le sens où ici, le workshop est un atelier vertical, donc qui recoupe les 5 années d'études. Et donc l'objectif ici du workshop, eh bien, c'est plutôt de trouver, comme je l'ai dit, une émulation qui va permettre d'aboutir sur des projets que l'on a mis en évidence, et notamment ici la recherche sur la transition vers un bien-être au travail. L'intérêt pédagogique ici pour les étudiants, c'est premièrement de pouvoir être mixé au niveau des années, de pouvoir au niveau des acquis mélanger les acquis et de pouvoir les mettre en pratique. Notamment par le mixage des années, on peut retrouver plus d'expérience, de maturité, etc. Et donc de voir un peu comment les étudiants travaillent. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on est sur un projet qui est établi par les étudiants, pour les étudiants, et qui concrètement servira à tout le monde. Le workshop il m'a apporté une nouvelle expérience, de nouvelles rencontres, de nouveaux questionnements aussi au niveau de comment fonctionnent les gens, comment eux ils voient les projets, etc. Donc ça nous apporte vraiment de nouveaux liens, etc. Et c'est vraiment super bien. S'ouvrir un petit peu aux idées des autres aussi, pas juste rester fermé sur ses idées à soi. Et ça permet peut-être à apprendre pour plus tard aussi à travailler avec des gens justement parce que nous on a tendance à travailler juste de notre côté et pas forcément mettre en commun. Assez utile pour nous en bac 1 parce que ça va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses qu'on ne sait pas encore puisque
on vient d'arriver. Penser différemment, penser en groupe, et donc franchement ça a pu amener que du bon, et donc franchement c'était une bonne expérience. Voilà, j'espère qu'on pourra le refaire les autres années, et franchement c'est chouette. Concrètement, les projets, ou en tout cas certains des projets, vont être réalisés dans les locaux. Donc on a un partenaire qui est l'asso Walfin, qui a débloqué un budget, et donc suite au concours d'idées, les groupes lauréats verront leurs projets se réaliser, notamment courant décembre, avec vraiment des projets concrets en fonction de ce qui va être développé. Le premier prix sur le podium était au groupe Réenchantement. Voilà, ben on a fait un peu le tour de toute la section et de ce qu'il y avait autour. Maintenant, on va laisser la parole aux étudiants pour qu'ils vous présentent un peu l'aspect qu'il y a autour du cursus, qui est plus la vie au quotidien à Saint-Luc. Je leur laisse la parole. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, Émilie et moi, on fait partie du conseil étudiant. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un conseil qui va ressembler des délégués qui sont vraiment dans toutes les sections de l'école. Donc, on a vraiment une vue globale sur tout ce qui se passe dans l'école. Et le but du conseil étudiant, en réalité, c'est de porter la voix des étudiants, de faire multiplier des problèmes s'il y en a, de les régler, et puis aussi de partager des choses et de passer du bon temps. Donc, on vient en aide aux étudiants, que ce soit au niveau de l'école, donc dans la vie à l'école, mais également beaucoup plus largement dans le cadre de la Belgique, parce qu'on est en collaboration avec la FREF, donc qui est un organisme au niveau de la région wallonne pour améliorer en fait la qualité de vie des étudiants. Et puis à côté de ça, le conseil étudiant fait également des pulls à l'image de Saint-Luc, donc c'est une petite photo que vous pouvez voir au centre en bas de la présentation. Et des soirées aussi beaucoup, donc ça c'est des photos de droite, en bas à droite. Donc on a la principale soirée qui est la Saint-Luc, donc on organise des activités, c'est généralement une soirée à thème, donc tout le monde est labellisé. Et c'est une manière aussi un peu de lâcher la pression et de faire des connaissances en fait, et de partager des bons moments. À côté de ça, vraiment pour la section de l'architecture d'intérieur, on a mis en place, donc Émilie et moi et Monsieur Leduc, qui est ici présent, des archis gourmands. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des apéros qui sont exclusivement réservés à la section d'architecture d'intérieur. Et donc c'est après les cours, on se rassemble tous ensemble. Et là, c'est les petites photos que vous voyez en bas à gauche. Et pareil, on essaie de faire un petit peu des soirées à thème, des jeux de société, on fait des petits repas. Et ça permet aussi beaucoup d'avoir une approche différente avec les professeurs, en fait, en réalité, puisque c'est à la fois pour les professeurs et les étudiants. Et ça permet d'échanger sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas forcément des sujets scolaires et d'avoir une autre approche, en fait, avec eux. Et ça fait également 2 ans qu'Émilie et moi, on a monté un parrainage. Donc, j'imagine que vous savez un peu ce que c'est, mais donc, c'est une manière de parrainer les élèves de première bac avec les années supérieures pour avoir un petit peu, en fait, quelqu'un de référence et quelqu'un qui peut nous guider dans l'école, qui peut nous faire part de ces trucs et astuces pour faire des maquettes, vraiment plein de petites choses comme ça pour se sentir moins perdu et partager des bons petits tips pour mieux travailler. Hop, Émilie, je te laisse la parole pour le reste. Oui, donc pour rebondir par rapport à la vidéo que vous venez de voir, c'était un très grand événement de l'année pour notre section. Et en fait, maintenant, nous sommes dans la phase de réalisation des projets de lauréats du concours. Donc, vous pourrez sûrement en profiter l'année prochaine, venir voir concrètement ce que nous avons mis en place pour notre section. En plus de ça, à l'école, nous avons la chance d'avoir plusieurs salles d'exposition. Et alors, il y a plusieurs expositions sur l'année qui sont organisées par le conseil culturel. Et en fait, le conseil culturel, c'est un conseil où il y a des profs et des élèves qui décident quelles expositions seraient intéressantes pour l'école. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont super accessibles vu qu'elles sont sur le campus. Et en plus, souvent, elles sont gratuites, étant donné qu'on est étudiant à Saint-Luc. Pour conclure un peu la vie étudiante, l'école, ça bouge pas mal. Maintenant, il faut des gens qui sont motivés et volontaires pour créer des activités, créer toutes sortes de soirées. Et les gros avantages, par contre, de notre école, c'est qu'on n'est pas des numéros comme à l'UNIF. Donc, on n'a déjà pas de numéro de matricule, mais aussi, on n'est
on a un rapport autre avec les professeurs. Les profs sont beaucoup à l'écoute et l'échange est privilégié entre tout le monde. Et les 2 grandes qualités requises qu'on trouve pour être étudiant en architecture d'intérieur, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité. Et maintenant, bon, comme toutes les écoles, il y a des points à améliorer, mais les choses sont en train de changer. Et avec Maëlle, nous pensons personnellement que nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a une ambiance particulière qui se développe au sein de Saint-Luc et qu'on pense qu'il n'y a pas dans les autres écoles. Voilà pour la présentation. On va maintenant passer à la séance de questions-réponses. Merci, Émilie. Donc ici, on va essayer de répondre à un maximum de questions et celles qui ne seront pas répondues ici en direct, on essaiera d'y répondre par écrit par la suite. Oui, on va peut-être fonctionner par popularité au niveau des votes qu'il y a eu. Et donc, la première question, c'est bonjour, est-ce que vous savez expliquer la différence qu'il y a entre le métier d'architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur? Donc en fait, sur les sujets que vous allez traiter, le métier d'architecte d'intérieur est un petit peu plus complet. Quand on va parler de décoration d'intérieur, on va être dans une recherche, évidemment des matières, des couleurs, du mobilier intégré, et cetera. En tant qu'architecte d'intérieur, vous allez aller plus loin dans la transformation et dans la conception de l'espace. Vous n'allez pas rester sur la nature des matériaux, sur les états de surface, et cetera. Vous allez vraiment travailler sur l'organisation spatiale, les rapports entre les différents espaces, les circulations, le cloisonnement, mais aussi tout ce qui est aspect plus technique, et cetera. Et donc, en fait, le métier de décorateur d'intérieur va plutôt être un métier d'agenceur, donc d'utilisation du matériel existant pour le mettre en place dans l'espace, tandis que le métier d'architecte d'intérieur est beaucoup plus un métier de création. Vous allez développer du mobilier, vous allez développer des techniques de mise en œuvre, vous allez avoir une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus vaste sur la façon dont vous allez intervenir sur l'espace. Alors j'en profite pour répondre aussi à certaines questions que vous pourriez avoir par rapport au métier d'architecte. Le métier d'architecte va traiter également le même type de sujet que l'architecture d'intérieur, mais de nouveau à un niveau légèrement différent. Et donc le métier de décorateur d'intérieur, le métier d'architecte d'intérieur et le métier d'architecte se chevauchent sur toute une série de sujets, mais ont chacun leur spécificité. Et donc en tant qu'architecte, vous allez beaucoup plus vous allez intervenir sur tout ce qui est structure porteuse, donc mur porteur, etc. Vous allez aussi intervenir un peu plus au niveau urbain, en tout cas dans tout ce qui est développement du patrimoine et du bâtiment urbain. En tant qu'architecte d'intérieur, vous allez aller plus loin dans tout ce qui est gestion de l'éclairage, gestion de la lumière naturelle, gestion des matières, gestion du rapport au corps, gestion de l'ergonomie, etc., que ne le font la plupart des architectes. Et donc, c'est des métiers qui ont énormément de points communs, mais qui ont chacun des spécificités et une orientation différente. Il faut savoir aussi que même si le métier d'architecte est un métier protégé, ça ne veut pas dire que le métier d'architecte d'intérieur n'est pas un diplôme reconnu. C'est un diplôme, vous sortez tout à fait avec un diplôme de master reconnu, etc., en fin d'études. C'est simplement que la profession ne demande pas un droit d'accès à la profession, comme le fait le métier d'architecte. Voilà, j'espère que j'ai correctement répondu à la question. Alors, question suivante. Eva se demande comment se passent les examens d'entrée. Donc les examens d'entrée, c'est un peu comme Didi l'avait précisé au début. Donc c'est vraiment un examen pour voir en fait la motivation si vous vous dirigez vers la bonne option. Donc il faut vraiment pas se stresser. Moi, quand je l'avais fait, j'avais dû présenter un book en fait, parce que comme ça, même nous personnellement, ça nous permet de se questionner et de voir vraiment si ça répond aux attentes qu'il y a en architecture intérieure. Et en fait, après ça, il y a un petit entretien avec les professeurs avec lesquels vous allez discuter. Et ils vont vous poser des questions pour avoir un petit peu, pour cibler en fait ce qui vous intéresse et voir si ça répond bien à leurs attentes. Et voilà, c'est plus une discussion et un échange pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Après, je ne sais pas si les profs ont peut-être une précision, parce que Monsieur Duc, je sais que vous les organisez et que vous y assistez. Oui, donc elle a bien résumé. Donc ici, c'est surtout pour évaluer si vous êtes dans la bonne option, parce que c'est quand même une formation sur 5 ans et on n'a pas envie que vous vous dirigiez vers un mauvais choix. C'est toujours une année de perdu, voire plusieurs,
Et en général, on cible assez bien si vous êtes en adéquation avec ce que nous on fait ou pas. Et là, ça permet aussi aux étudiants de se réorienter si ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, concrètement, ça se passe sur 2 journées, si je me souviens bien. C'est 2 jours où vous venez à l'école. Et voilà, il y a c'est une petite mise en place avec des horaires à suivre pour les rendez-vous avec les profs et ce genre de choses. Alors, question suivante. Hop, Sarah demande, n'importe quel PC convient-il ou faut-il un PC avec une certaine puissance? Travaille-t-on sur tablette graphique à un moment? Alors, c'est moi qui vais répondre à ça parce que je donne cours en informatique aussi. Alors, les tablettes graphiques, dans notre section, on les utilise très peu. Ce sera plutôt dans les sections d'illustration en CVG et autres. Nous, on a besoin de PC. Quand je dis PC, ça peut être PC ou Mac. On essaye d'avoir chaque fois des logiciels qui sont multiplateformes pour ne pas avoir de problème. Et on a un service qui permet aussi d'avoir des réductions sur les programmes qu'on utilise. Certains programmes sont gratuits, d'autres pas, comme Adobe par exemple, et on a un prix concurrentiel par rapport à ce que vous trouvez dans le commerce grâce à Adobe qui fait des pourcentages pour les écoles. Point de vue PC, en général, c'est des PC qui doivent être assez costauds parce qu'à partir de la 2e, vous allez tourner sur des logiciels en 3D et imagerie. Et donc, c'est des PC qui demandent souvent des ressources assez conséquentes. Maintenant, ne vous précipitez pas sur un PC avant de venir. Il est encore temps de faire votre choix et de parler avec les professeurs qui donnent cours d'informatique quand vous serez aux études. On a aussi mis en place cette année-ci un partenariat avec des Mac et des PC pour avoir un service où vous pouvez acheter les PC et on a mis en ligne toutes les configurations par section pour que vous puissiez vous faire le choix adéquat par rapport à ce que vous allez utiliser comme logiciel dans les différentes sections. J'espère que j'ai répondu à tout par rapport au programme et au PC. Je peux peut-être répondre par rapport au programme dans la continuité. Alors, les programmes, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que les programmes peuvent varier d'une année à l'autre suivant l'évolution du marché et la facilité d'utilisation des logiciels. Pour l'instant, on utilise AutoCAD pour le dessin 2D. On utilise SketchUp pour la modélisation 3D. Cette année-ci, on a introduit pour l'imagerie Twinmotion et on utilise aussi la suite Adobe pour tout ce qui est présentation, donc ce qui est logiciel comme Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Et cette année, on a même utilisé pour le workshop, la vidéo que vous avez vue, c'est une vidéo qui a été réalisée par les étudiants. Donc les étudiants ont filmé, ont pris les interviews, et après, on montait tout ça dans le logiciel Premiere, qui est un logiciel d'Adobe. Et tout a été fait au sein de l'école grâce au matériel dont on dispose, car on a au centre d'impression du matériel qui peut être mis à disposition des étudiants, comme tous les appareils photo qui sont en même temps des appareils qui peuvent enregistrer des vidéos, ont été utilisés pour faire les vidéos du workshop, celles que vous avez vues. Et on a des salles informatiques équipées aussi. Voilà. Alors, Lola se demande s'il est possible de savoir quel est le coût pour une année complète, j'imagine en dehors du Minerval de base. Alors, évaluer le coût comme ça, c'est un peu compliqué. Après, il faut savoir qu'il est très très souvent demandé de réaliser des maquettes. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour les cours pratiques, pour visualiser le projet. Donc là, il y a du matériel qu'il faut payer de par soi-même. Donc c'est généralement du carton, de la colle, des papiers colorés, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte, mais c'est un coût qui monte assez vite. Mais au-delà de ça, il faut quand même prendre conscience que c'est tout à fait possible de faire de la récupération. On peut récupérer des magazines, on peut récupérer des cartons. Enfin, je sais qu'avec Émilie, le mardi en ville à Liège, c'est des cartons dans la rue pour le camion des cartons. Bah, nous, on allait en ville et on récupérait les cartons qui étaient sur le trottoir avant qu'ils soient ramassés par le camion. Et c'est comme ça qu'on a fait tout notre stock de cartons. Quoi. Donc, initialement, ça peut monter assez vite, mais il y a des petites astuces comme ça pour ne pas faire trop empiler le budget, parce qu'il est vrai que quand on veut faire une vraie belle maquette, bah, c'est des coûts qui montent assez vite, mais il y a moyen de trouver des alternatives, quoi. Mais je saurais pas, enfin moi personnellement, je ne saurais pas vous donner un coût comme ça pour une année complète, mais voilà, c'est un peu la démarche que vous choisissez de prendre. Si vous voulez des vrais beaux matériaux, ben, c'est votre choix.
Mais si la question part du principe que vous n'avez pas trop d'argent à mettre là-dedans, ben, il n'y a pas de souci, quoi. On peut trouver des alternatives. Je peux rebondir un peu là-dessus. D'ailleurs, Didier a présenté tout à l'heure la récupérata. Il ne faut pas oublier qu'on y a accès et que c'est avec une monnaie, comment on appelle ça? Une monnaie fictive. Donc, vous échangez des points contre des matériaux. Vous pouvez déposer des matériaux là-bas. Il y a aussi les puces de Saint-Luc qui sont organisées début d'année. C'est un petit marché aux puces, du coup, où les anciens étudiants ou ceux qui sortent de l'année avant viennent revendre des matériaux. Donc, il y a des fois où il y a vraiment des belles trouvailles. Vous pouvez racheter des appareils photo, des cartons plumes, etc., à beaucoup moindre prix qu'en magasin. Donc ça, il ne faut pas oublier non plus. Et si je peux aussi ajouter, par rapport aux programmes qu'on utilise sur les ordinateurs, c'est vrai qu'il y en a qu'on utilise qui sont payants par la suite Adobe, mais ici l'école propose un système de réduction par le fait de les acheter en grande quantité parce que c'est une école. Et puis au-delà de ça, on utilise aussi par exemple AutoCAD, c'est un programme qui est payant en tant que professionnel, mais ici en tant qu'étudiant, de nouveau, on a accès à une version gratuite. Donc de nouveau, pour les programmes, il ne faut pas s'inquiéter de risquer de devoir payer, parce que si même c'est le cas, il y a des ordi à l'école qui sont déjà tout programmés avec tous les programmes nécessaires. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, pourriez-vous décrire une journée ou une semaine type d'un étudiant en architecture d'intérieur? Je peux commencer et Émilie, tu me complètes si tu as quelque chose à dire. Il faut savoir que je ne sais pas si les livres sont accessibles sur Internet, je ne sais pas, mais l'horaire est quand même très complet, donc il diminue un peu quand on avance dans les années. Évidemment, en master, c'est un horaire un peu plus léger parce qu'il y a le mémoire, il y a le stage à devoir gérer en parallèle, donc l'horaire est un peu allégé, mais les premières années, c'est des horaires bien complets, donc généralement, on commence à 8h et on termine à 18h. Enfin, c'est 8h15, on termine à 17h45, mais généralement, c'est des journées bien remplies, et il faut savoir, et c'est généralement 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi. Et il faut savoir qu'en architecture d'intérieur, c'est des études qui requièrent énormément de travail à la maison. En fait, c'est un travail qui se fait constamment. On y réfléchit en permanence parce que c'est aussi une découverte constante. Il faut observer autour de soi, il faut être très curieux, il faut aller voir des expos, il faut visiter des bâtiments parce qu'en architecture, en architecture d'intérieur, il faut connaître ce qui existe et ce qui a été fait par le passé. Donc, c'est vraiment des études on les vit pas qu'à l'école, quoi. On les vit même en dehors et il faut s'investir à fond et ça demande beaucoup de travail en dehors parce que même des maquettes, c'est quelque chose de minutieux, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on vous cache pas que nous, on fait beaucoup de nuits blanches et on n'est pas les seuls. Mais voilà, quand on aime, on ne trouve pas et il faut savoir qu'il faudra s'investir. C'est pas, on ne vient pas juste à l'école le matin et puis on repart le soir et puis c'est fini. Je sais pas si Emilie a du même avis, mais Alors, j'ai ici une question, mais qui rejoint d'autres questions. Bonjour, est-ce obligatoire de faire le master ou est-ce déjà possible de travailler après le bachelier? On a notamment quelqu'un d'autre qui posait une question sur la valeur du diplôme après le bachelier. Donc, voilà. Donc en fait, ce sont des études qui sont théoriquement faites en 5 ans et donc vous n'avez pas un diplôme professionnalisant après la bac. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, la profession d'architecte d'intérieur n'est pas une profession où il y a un accès à la profession réglementée, comme ça peut être le cas pour les architectes ou pour les médecins. Et donc, on a des étudiants qui partent travailler après le bachelier. Vous avez simplement un diplôme de bachelier quand vous sortez. Donc, vous êtes diplômé 2 fois, si vous voulez. Vous êtes diplômé une fois après la bac, puis une fois après la master. Faut savoir que le diplôme complet qui reprend les cours de gestion, etc., qui vous donne après accès au statut de gestionnaire d'entreprise, etc., c'est après le master. Donc les études sont vraiment construites sur 5 ans, mais rien ne vous empêche de terminer après le bachelier si vous le souhaitez. C'est pas vers ça que nous on pousse. Maintenant, c'est une possibilité qui reste ouverte. Et alors il y avait une autre question liée et je l'ai oubliée. Elsa, est-ce que tu pourrais me rappeler la seconde question dont il était C'était la valeur du diplôme en voilà. bachelier. Donc voilà. Parfait. Donc j'ai répondu aux 2 en même temps.
Et dans dans le même domaine, on a Inès qui se demande quels sont les débouchés de cette formation. Donc, comme je l'ai expliqué pendant la présentation, vous pouvez, au terme de la formation, accéder à la formation d'architecte d'intérieur en tant qu'indépendant. Donc, soit en partenariat avec d'autres architectes d'intérieur, voire avec d'autres architectes, ou alors comme salarié dans un bureau qui emploie des architectes d'intérieur. Vous pouvez aussi travailler dans des domaines connexes à l'architecture d'intérieur, donc dans des bureaux d'architecture, dans des bureaux de scénographie, dans le monde du design, dans tout ce qui a trait au mobilier, que ce soit mobilier sur mesure, donc équipement de placard, de cuisine, etc., mais aussi création de mobilier, donc entreprise qui développe du mobilier. Vous pouvez également développer du mobilier à votre compte. Vous pouvez travailler dans tous les domaines liés à la construction. On va faire appel à vos compétences techniques. Donc, on a des étudiants, ils ne sont pas très nombreux, mais qui tout à coup se retrouvent à travailler dans les constructions métalliques ou dans la ossature bois et des choses comme ça. Vous avez aussi toute une série de compétences plutôt d'études du bâtiment, etc. Et donc, on a aussi des étudiants qui vont travailler dans des administrations, par exemple, dans des administrations liées à la gestion du patrimoine, à la gestion de l'espace urbain. On a des étudiants qui travaillent dans le domaine de l'éclairage public ou l'éclairage de bâtiments. On a des étudiants qui se spécialisent en écologie. Donc, c'est très variable, mais toujours dans tout ce qui a trait à l'espace, à l'habitation ou à la scénographie ou au mobilier, avec une plus grande proportion des étudiants, bien sûr, qui travaillent dans des bureaux d'architecture d'intérieur, soit à leur propre compte, soit au sein de structures préexistantes. Alors, pour la question suivante, on a comment se répartissent les évaluations sur l'année? Par exemple, est-ce que les jurys pour les projets se font avant les blocus et sessions d'examen? Alors, ici, vous avez une évaluation continue. Ça veut dire que, effectivement, on donne des projets à droite et à gauche, mais il y a des cours où, par exemple, en dessin à proprement parler, c'est, chaque semaine, vous rendez des documents et donc là, c'est sur toute l'année. La plupart des autres cours, effectivement, sont, par quadrimestre. Donc on essaye d'avoir un projet qui se finalise soit, juste avant Noël, soit à rendre pendant les examens ou les jurys en janvier et pareil en fin d'année. Alors à Saint-Luc, Liège, on a des examens théoriques dans un premier temps et puis alors les jurys. Alors les jurys, ça peut être en atelier, comme en structure formelle ou dans d'autres projets qui demandent un peu plus de temps et de présentation, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions. Moi, je peux peut-être compléter un petit peu. Donc, le jury, en fait, c'est vraiment l'évaluation finale qui va être donc à la fin de l'année pour évaluer le jury dans le projet dans sa totalité, pardon. Mais on a quand même à chaque fois, tout au long de l'année, des petites évaluations avant, donc qui s'appellent les esquisses, les avant-projets et ce genre de choses qui permettent quand même d'être évalués sur l'année et pas forcément d'être que sur le résultat final. On a quand même une évaluation continue aussi pour le cours d'atelier, même si elle est concrétisée par le jury fin d'année. Bon, en situation de Covid, je pense que beaucoup de personnes se posent la question, et d'ailleurs la question a beaucoup de succès. Comment se passent les cours pratiques avec la situation actuelle? Donc en fait, nous suivons bien évidemment tout ce qui est recommandations du gouvernement et donc concrètement, l'année passée, lorsque nous avons été dans le premier confinement, l'école, l'entièreté de l'enseignement est passée à distance. Maintenant, cette année, avec, l'évolution des mesures et l'évolution de la situation sanitaire, nous avons tout ce qui est je résume, hein, parce que les mesures ont bien sûr évolué, mois par mois. Donc de manière générale, tout ce qui est cours vraiment artistiques, cours de gestes pratiques, nous avons l'autorisation de les effectuer en présentiel. Parce que, bah, c'est valable pour toute une série d'autres sections, mais vous comprenez bien que le travail de réflexion en maquette, de travail de la matière et cetera, se fait très difficilement à distance. Et donc nous avons adapté nos modalités de cours pour, maintenir en présentiel toutes les activités qui le nécessitent au niveau pédagogique, avec des travails, en sous-groupe, des présentations qui se font, parfois sur rendez-vous et cetera, toujours en suivant au maximum la ligne directrice, mais vraiment nous avons, privilégié dans la mesure, du possible et dans la mesure du respect de la santé de chacun, la présence sur site pour tout ce qui est vraiment nécessaire à la formation et travail de la matière, travail du concret.
Alors, une autre question. Donc, Maëlle se demande, concernant les cours généraux, s'ils demandent beaucoup de travail. Peut-être que les étudiants peuvent répondre. Je pense que c'est comme pour tout. Enfin, les cours généraux sont conséquents surtout pour histoire de l'art. Je veux dire que c'est quand même une matière très théorique, matériaux aussi. Maintenant, vous n'allez pas devoir bloquer 3 semaines sur un cours théorique seul. Mais oui, ça demande quand même du travail, mais pas. Vous n'allez pas vous tuer à la tâche pour les cours théoriques. Voilà. Alors, on a cette question qui est revenue de manière assez régulière ici dans l'espace questions. Pouvez-vous détailler le master en espace scénographique, ce qu'on y fait concrètement et en détail pendant les 2 ans? Enfin, en détail, on va essayer de se limiter étant donné qu'il reste peu de temps, mais en résumé. Oui, ça je peux peut-être y répondre parce que j'ai choisi justement cette spécialité. Moi, je suis qu'en master 1, donc je suis à la moitié du master. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va être? On a des cours en fait de muséographie, on a des cours d'espace urbain, on va avoir aussi des cours qui vont plus toucher par rapport au théâtre. Donc c'est vraiment des cours qui vont cibler en fait des aspects de la scénographie pour pouvoir aller plus loin. Donc par exemple, moi actuellement, je suis dans le cours d'espace urbain. Et on a eu en fait un cours théorique qui nous a vraiment expliqué l'évolution des villes et comment elles se construites au fur et à mesure et comment elles évoluent encore maintenant. Et on a un atelier dans lequel on fait vraiment une intervention d'installation dans la ville. C'est pour répondre à un appel à projet pour un parcours dans la ville où on doit faire une installation, qu'elle soit lumineuse, ludique, peu importe, ça c'est vraiment un choix. Mais donc c'est vraiment tout ce qui va être les espaces publics qui vont répondre à un grand nombre de personnes en fait et à accueillir en fait un public. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pendant 2 ans? Voilà, c'est le théâtre, c'est la scénographie urbaine et la muséographie pour les expositions, principalement. J'espère que ça répond à la question. On va peut-être aborder une dernière question, étant donné qu'on arrive vers la fin de la présentation. Donc ici, on a une question en fait qui est assez populaire, mais on va voir si on sait y répondre. Qu'est-ce qui vous distingue des autres écoles d'architecture d'intérieur? Je sais que déjà, par exemple, à Tournai, il y a également Saint-Luc à Tournai, mais ils ne proposent pas le master. C'est une formation uniquement sur 3 ans. Donc, j'imagine que c'est quand même tout de même un peu plus complet de notre côté, puisqu'on a quand même encore un travail sur 2 ans qui propose des finalités où on aborde vraiment des choses différentes. Parce que je vois par exemple Émilie qui est en mobilier, voilà, c'est pas du tout la même approche, c'est vraiment des petits atouts en fait qu'on peut avoir et qui vont nous distinguer par le futur dans la vie professionnelle parce qu'on aura eu des approches différentes et des outils différents les uns des autres. Donc on n'est pas juste architecte d'intérieur, on est architecte d'intérieur avec un bagage en plus en fait par rapport à ça. Voilà, ça c'est par rapport à Tournai, ça je sais. Après, je sais pas si vous avez peut-être complété. Moi, je peux peut-être compléter une partie de la réponse. C'est aussi donc au niveau de l'architecture d'intérieur à Saint-Luc, on traite les différents aspects de la formation. On est aussi reconnu plus tard sur le milieu du travail comme ayant une bonne base technique. Donc il y a d'autres écoles qui sont connues pour parfois un aspect conceptuel qui peut être un peu plus poussé. C'est un aspect qu'on traite également à Saint-Luc. Si on a une petite coloration ou une petite touche différente des autres écoles, c'est également dans notre maîtrise de la technique. Et aussi donc dans le fait qu'on a mis en place toute une série de choses telles que les masters, telles que les cours à choix, qui vont faire aussi que vos études seront particulières par rapport à d'autres écoles. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et votre participation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, donc www.saint-luc.be. Vous allez recevoir un mail avec le lien vers cette vidéo et vers une attestation de présence si vous en aviez besoin. Également, à votre disposition, vous aurez des mails de professeurs qui répondront à d'autres questions. Si évidemment la situation sanitaire le permettait et que vous auriez la possibilité de venir visiter notre site, vous en serez directement averti, bien entendu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt pour une inscription. Au revoir, merci.
Merci à tous. Au revoir.